Hey, salut les loulous. Vous avez vu la miniature, il se passe un truc de dingue en ce moment pour le tonton, il est obligé de faire des sacrifices parce qu'il y a un énorme projet qui arrive et qui lui tient énormément à cœur. C'est l'occasion de vous parler d'une des guitares que j'adore et qui a marqué mon histoire personnelle, et je sais que vous aimez ce genre d'anecdotes, donc allez, on y va maintenant. Et ouais les gars, vous l'avez vu, c'est quelque chose d'assez historique parce que c'est quelque chose qui me poursuit depuis de nombreuses années. Parce que cette guitare, bah, ça fait probablement une dizaine d'années que je l'ai. Et à chaque fois que j'ai pu la montrer à certains d'entre vous, à des potes à moi, à des guitaristes qui passaient à la maison, enfin bref à tout le monde, vous pouvez pas savoir le nombre d'offres que j'ai pu avoir, le nombre de gens qui voulaient absolument me l'acheter, qui voulaient jouer avec et tout. Et la réponse était toujours la même. Euh, c'est pas possible, c'est pas possible. Comme le disait Jamel, c'est pas possible. Oh merde! Oh, c'est con ça! Parce que tout simplement, cette guitare, elle a vraiment une histoire. Elle avait une histoire avant de me connaître et je lui ai rajouté quelques petites couches encore. Parce que, bah, est-ce que c'est pas un petit peu notre devoir de guitariste de jouer nos guitares et d'agrandir leur background, leur histoire et de leur ajouter des anecdotes, etc. Et celle-ci, elle en est pleine. Donc voilà, on va commencer tout simplement avec comment j'ai fini, bah, comment elle est arrivée entre mes mains, hein, mes petites mains boudinées et assez peu douées. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu l'idée un peu confiture au cochon, mais bon, quand on aime, on compte pas. Et puis avoir un instrument qui t'inspire, c'est quelque chose, je vous invite à le faire si vous avez la possibilité, parce qu'évidemment, le budget c'est toujours un gros élément pour nos autres guitaristes, et puis pour tous les icos, hein, de toute façon. I need money. Mais investir dans une bonne guitare, il faut pas se dire non, je la mérite pas, etc. Au contraire, il faut te dire qu'elle elle va t'aider à élever ton jeu, à bosser et tout. Il faut voir ça plutôt dans ce sens-là, à mon sens. Donc voilà, je bavais depuis des années et des années sur les Flying V, qui ont toujours été pour moi une image du rock'n'roll. J'ai encore grand peine à me dire qu'en 58, quand elles sont sorties, elles avaient quasiment pas de succès avec les Explorers. C'était des formes un peu pour révolutionner un petit peu Gibson, et ça avait pas eu un succès incroyable sur le moment. Puis finalement, c'est une légende qui perdure encore de nos jours. Et au gré des rééditions et puis des éditions spéciales et tout, finalement, maintenant, c'est vraiment devenu quelque chose encore quand même d'atypique. On voit quand même pas des Flying V à tous les coins de rue ni dans tous les groupes. C'est encore fort typé, un peu connoté hard rock, tout ça, alors qu'en fait c'est quelque chose de très polyvalent, beaucoup plus polyvalent que ce qu'on croit. Et même la position de jeu qui est souvent décriée, je trouve que quand t'as trouvé le truc, en fait, moi je trouve ça très confortable. Et je suis pas le seul. Je sais que l'ami Anthony, parce que je ne pourrais pas parler de Flying V sans parler de notre bon ami Anthony Clay d'Overdrivers, que j'embrasse tendrement. Notre bon ami qui vient nous faire des vidéos avec nous de temps en temps et nous régaler de bah, tout simplement de la complicité qu'on a, et je pense qu'elle est un petit peu transmissible, un peu comme les maladies un peu étranges. Vous me reconnaissez, non? C'est moi, le champignon. Je m'incruste sous vos ongles et je m'installe avec... Mais ouais, enfin ça se voit que même moi quand je monte les vidéos alors que je les ai vécues en vrai, je me dis ouais bah ça se voit qu'on est potes et qu'on n'a pas besoin de parler beaucoup pour avoir les bons délires et à s'entendre quoi. Donc Anto pareil est un gros amoureux de la flying, et en fait je trouve que cette position, bah, je l'ai à côté de moi donc je vais la prendre, hein, tout simplement. Tout simplement, cette position-là, elle est, au début, elle vous paraît peut-être étrange parce que vous vous dites, ouais, c'est une position classique, mais en fait, quand vous avez pris le pli, c'est relativement confortable. Vous avez un bon accès aux aigus, même à 6, ce qui est, par exemple, plus compliqué, à mon sens, quand vous jouez sur une Les Paul. Là, vous avez vraiment accès à tout. L'équilibre, bah oui, j'ai pas besoin de mes mains et ça tient, titre. Euh, et moi, j'ai toujours eu vraiment c'était vraiment synonyme de rock and roll. Je pense que celui qui m'a le plus marqué les grosses périodes de Metallica des années 90, fin des années 80-90, où il y avait souvent quand même des Flying V qui traînaient, hein. Kirk Hammett jouait quand même assez souvent en flying. James a eu aussi plein de flying, notamment des flying avec des tribales dessus, un peu étranges, un peu vert. J'arrive même pas, c'est même pas vraiment un vert fluo, mais déjà rien qu'une flying avec des tribales. Est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin? Je vous mettrai des inserts parce que celle-là, elle m'a toujours fait marrer. Et bon, en même temps, il y a eu une période comme ça avec des flying de ouf, hein. Il y a eu Kerry King qui nous a sorti toute une tripotée de flying plus moches les unes que les autres, avec des coloris
Douteux, c'est même pas suffisant, je pense. Donc voilà, même si j'étais le premier à en vouloir une, hein, donc moi j'ai toujours assumé le bon et le mauvais goût. Je vous rappelle que ma première Dimebag signature, c'était une Dimebag Razorback Explosion avec les belles flammes orange, pas toujours très réussie, bien que j'avais eu de la chance sur le modèle que j'avais eu, elle était cool. Donc ouais, pour moi Metallica à fond, et puis bah aussi les frères Schenker, hein, tout simplement, étant un énorme fan de Scorpion depuis mon enfance, de par mon petit papa, ben j'ai toujours vu sur scène, j'ai dû voir Scorpion une douzaine de fois dans ma vie, et bah il y a quand même très très régulièrement des flying sur scène. Et puis bah UFO, etc. On parle aussi d'Hendrix un petit peu en flying, bien que c'est pas ce qui m'a le plus marqué, on pense quand même un peu plus au Strat, même si ça a fait partie quand même un petit peu de l'histoire. Puis Anto, bah, il y a quelques années, l'année dernière, je lui connais, il y a quelques années, tu vois, ici, le gars, dans des temps immémoriaux, on avait fait une vidéo et on avait passé une super journée thématisée sur la flying, parce qu'en fait, il était venu essayer la mienne, il était venu avec ses 2 flying standards blanches, et il avait ramené le Graal, une flying custom shop, qui est vraiment trop chouette, noir piano black comme ça, qui est vraiment merveilleuse, avec forcément le diamant sur la tête, et elle a vraiment un caractère à part. J'ai jamais essayé une autre grade qui avait le même caractère que sa flying custom, quoi. Donc voilà, vous parlez clairement à des amoureux des flying. Donc mon meilleur ami Gilles, que je connais maintenant depuis 11 ans, je dirais quelque chose comme ça, puisque je l'ai découvert en même temps que ma petite femme. Lui, il a toujours eu une flying, et il rigole toujours parce qu'il dit, on me demande toujours comment j'ai fait pour avoir une flying je crois que c'est 91, je crois, de 91, quelque chose comme ça. Il dit, bah tout simplement en 1991, je suis allé dans un magasin et je l'ai acheté. Donc voilà, lui, il était déjà né et déjà plus qu'ado, étudiant, etc. Enfin, en tout cas, il avait des moyens de se payer des instruments à la bonne époque. Donc il est allé tout simplement au magasin de musique à l'époque. Voilà, lui, c'était pas une réussite, pour lui, c'était une guitare qui venait de sortir. Donc, il m'a donné cet amour parce qu'en plus, lui, il avait une flying blanche, et j'ai toujours adoré ces flying vraiment ivory comme ça. Je trouve qu'elles ont vraiment un charme de ouf. C'est de toute beauté. Et pendant un moment, c'était très difficile de trouver des flying, hein, tout simplement. On en trouvait dans des piètres états. C'est vrai que par contre, les tarifs n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, donc ça, c'était quand même plutôt une bonne nouvelle. Et donc, allez, je dirais, il y a 8-9 ans, un jour, je vois une annonce. Je vois Flying V 1994 USA sur Paris. À vendre, en gros, le mec disait, j'ai besoin de thunes, donc il faut que je la vende. Remise en main propre uniquement. Donc ça, c'était déjà les trucs qui d'habitude me rebutaient à mort. Et toujours aujourd'hui d'ailleurs, je trouve que quand tu essaies de vendre un truc, tu essaies quand même de t'organiser pour arriver à envoyer. Après, je sais que c'est pas toujours facile, que ça peut arriver une galère avec les envois. Moi le premier, hein, pour avoir envoyé une centaine de grattes partout dans le monde, oui, il m'est déjà arrivé des galères, et quand ça t'arrive, tu t'arraches les cheveux, tu te dis pourquoi je l'ai envoyé. Pourquoi je t'ai pas vu? Mais bon, je veux dire, si tu fais vraiment le ratio d'emmerde par rapport au nombre de fois où ça fonctionne sans problème, bon, c'est quand même infime. Et tout simplement, ouais, j'ai vu cette gratte, je l'ai envoyé à mon pote Gilles, justement, et il m'a dit, putain, on pourrait être enfin les Flying Bro. Donc moi j'aurais la blanche, toi t'aurais la noire, vas-y, contacte le gars, essaie de voir s'il est cool, si ça a l'air réglo aussi, parce que bon, des fois il y a aussi des copies, ce genre de trucs. Parce qu'elle avait des trucs un petit peu étranges, vous le verrez un petit peu plus loin, et ça va être expliqué, justement. Par exemple, elle avait un Stinger derrière, ce qui est très très, mais alors très 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 rare, ce que vous voyez. Et qui me disait, tiens, c'est chelou qui est ça quand même. Et dans l'annonce, le mec avait mis, si vous venez la chercher, en gros j'aurai des trucs à vous raconter, un truc comme ça. Donc ça veut tout dire et ça veut rien dire. Et ça peut aussi te dire, ouh là, il y a des embrouilles, je vais pas y aller, ça pue quoi. Et je sais pas pourquoi, j'ai contacté le type, et le mec était déjà ultra sympa. On était fan du même groupe parce que c'était un méga fan de Black Label Society. Donc on est tombé d'accord assez rapidement et tout. Et en tant que gros fan de Zach tous les deux, on s'est évidemment très très bien entendu. D'ailleurs Rudy, si tu passes par là, je te salue. Et on s'est recroisés il y a peu de temps d'ailleurs. C'est assez marrant la vie des fois. Le monde est tout petit. Donc je le contacte et tout. Et on arrive à convenir d'une date. Je me dis, putain, si je l'achète, je me mets grave dans la merde niveau thune, quoi, parce que c'était quand même une somme. Et en plus, je sais plus, je devais avoir un boulot, mais vraiment un de mes premiers boulots, quoi. Donc je roulais vraiment, vraiment, vraiment pas sur l'or. Et je roule toujours pas sur l'or, mais c'était encore pire par rapport à ce moment-là. Et j'avais
j'avais dit à Gilles, putain mec, ouah, elle a quelque chose, elle a un truc, même visuellement, elle sort du lot. J'ai jamais vu une flying comme ça. Et il me dit, gros, il faut que tu ailles la chercher. Et même si t'as pas les thunes, je m'en fous, je te les avance, je te les prête. Mais celle-là, je sais pas, il savait pas l'expliquer non plus, mais celle-là, elle est pour toi, tu vois. Donc, tu te casses pas les doigts et tu vas la chercher. Et il me dit, tu sais quoi? Demande les dispos du gars, on essaie de trouver une dispo où je suis là aussi, et on y va à deux, on monte à Paris, ce qui était quand même pour mon mois d'il y a 10 ans, une grosse, une petite expédition, même si après, bon, j'ai beaucoup voyagé par la suite, mais à ce moment-là, c'était Paris, c'était quand même pas rien, quoi. Et donc, on arrive à trouver une date avec le gars, je contacte Gilles, il me dit, bah, ça tombe bien, ce jour-là, je suis libre aussi. Donc, et le gars, il dit, par contre, j'ai déjà vendu quasiment tout mon matos, donc j'ai même plus d'ampli pour l'essayer, quoi. Donc, à l'époque, j'avais un os, notre bon ami Gérard, qu'on salue, encore un super artisan français. Un jour, il faudra peut-être qu'on en reparle aussi de cette marque, parce qu'elle traverse un peu les âges, donc c'est Name of Sound. Un bon artisan de chez nous, et j'avais un stack à un moment, c'était aussi ma lubie, comme quoi, vous voyez, ma lubie de l'artisanat, elle est pas nouvelle, hein, parce qu'il y a 10 ans, enfin, il y a 8 ans, 7-8 ans, j'avais déjà un stack 100% français, et nous voilà partis, je charge dans mon 4x12, parce qu'à l'époque, plus c'était gros, mieux c'était, évidemment, en qualité, un 4x12 Name of Sound, et ma tête, un Name of Sound Custom aussi, dans ma 206 de l'époque, ma bonne vieille 206 de l'enfer, ma première voiture, et nous voilà partis, un beau matin, en route vers Paris, avec un GPS un peu approximatif. Je sais même plus comment on s'était orienté, mais je me souviens que ça avait été un peu folklore. On arrive chez le type, le gars est super sympa. En fait, de ce que je comprends, il était quand même soit luthier, soit apprenti luthier. Et bon, bah, vous savez bien que malheureusement, dans les métiers d'artisanat comme ça, bah, ça peut arriver qu'à un moment ce soit vraiment la galère et que bah, il faille vendre des trucs tout simplement. Donc on sympathise à mort, on installe le 4x12, il me monte la belle, là j'hallucine, déjà on prend une claque parce qu'elle est encore 100 fois plus belle en vrai que sur les photos. Et puis bah tout simplement on conclut le deal, hein, j'ai envie de dire. Coup de foudre, vraiment dans ce que je voulais. J'arrive enfin à mon instrument mythique. Donc, bah voilà, on repart on recharge tout dans la 206. On s'arrête à une des premières fois où j'ai mangé au Burger King. Voilà, c'est une petite anecdote pas ouf, mais à l'époque c'était vraiment, vraiment pas courant. In medio stat virtus. Non, c'est tout à fait correct, hein. La vertu est dans le juste milieu. En revanche, ça n'a rien à voir avec la conversation. Je me rappelle que genre on l'avait mis genre pile devant la glace, enfin devant la devanture, et j'étais dans le magasin en train de bouffer et j'arrivais pas à retirer mes yeux de la voiture parce que je voulais absolument pas qu'il y ait quelqu'un qui foute ses mains dessus et qui la pique quoi, tu sais, hein. Parce que bah déjà ouais ça avait été un gros investissement niveau thune et puis en plus bah c'était mon truc de rêve donc je voulais vraiment. Donc voilà, les années ont passé, j'ai récupéré cette petite chérie. Le gars m'a expliqué évidemment quand j'y suis allé ce qui s'était passé. Ah, parce que pour l'instant, on a fait un petit peu du mystère, même si vous avez vu la miniature, donc l'histoire, elle est pas très difficile à deviner. En fait, il a mis les mains sur cet instrument plusieurs années avant de me l'avoir vendu. Visiblement, il était pote avec un tourneur en France qui s'occupait des tournées internationales. Les backlines, en fait, c'est exactement comme ça que ça s'appelle. Ça veut dire que des groupes internationaux, quand ils viennent tourner à certains endroits, bah, ça coûte cher de faire amener du matos, donc ils louent un endroit, ils font la tournée avec et ils le rendent, quoi. En gros, c'est un petit peu le concept. Et donc cette guitare, visiblement, et notamment aussi pour ce qui est écrit sur la case et pas que, c'était une des guitares du backline de Lenny Kravitz. Il l'a emmené sur plusieurs tournées, notamment au Japon. Vous verrez que ça a son importance pour la suite. Et bah il lui a fait vivre l'enfer hein, complètement. On a quand même quelques suppositions. Que c'était plutôt une commande spéciale parce que pour qu'elle ait un Stinger, c'est quand même plutôt du custom order, c'est vraiment pas de série sur ce genre de truc, ni pour l'année, etc. Donc on rappelle, elle est de 94 USA et tout, le numéro de série coïncide, etc. Toutes les pièces coïncident avec l'époque, donc il y a vraiment aucun souci de ce côté-là. On sait que peu importe, même si toutes les histoires étaient fausses, par une grande magie, même si vous allez voir qu'au fur et à mesure, on l'a fait authentifier par plusieurs personnes. De toute façon, ça reste une super flying de 94. Quoi. Les micros un petit peu différents, vous allez voir, ça vient aussi de son côté historique. Donc elle a fait plusieurs tournées avec Lenny Kravitz. Vous voyez que même ici, pas loin du scié, vous voyez que bah il accrochait ses clopes, etc. Donc il y a des marques de cendres et tout. Tu vois qu'il y a les marques de boucles de ceinture ici. Il y a beaucoup de groupes live qui mettent du gaffeur ici, tout simplement. Des fois pour éviter le frottement ou des fois pour accrocher des médiators.
parce que tout le monde n'a pas des super portes Mediator et tout, surtout en concert de rock. Elle a forcément un reliquage complètement naturel qui sent tout simplement le vécu, quoi. C'est tout juste si elle sent pas encore la fumée de clope et tout. Tu vois que par exemple rien que le petit truc, le petit sélecteur, le petit bouchon du sélecteur, tu vois qu'il est un petit peu jaune, etc. Tu vois que les mécaniques tulipes, pareil, elles ont jauni, etc. Bon bah ça s'invente pas, hein, clairement. Donc elle a fait des backlines, différents artistes, mais en tout cas celui qui a vraiment marqué et qui a notamment écrit sur la Flycase, enfin, j'imagine c'est Rodiz, hein, je pense pas que Lenny Kravitz il a pris son petit feutre et il s'amusait à faire des dessins. Mais voilà, voilà l'histoire de la gratte, sachant qu'elle avait été bidouillée par l'équipe de Lenny Kravitz, notamment pendant la tournée Japon, et vous allez voir comment on le sait, c'est qu'en fait les micros viennent les micros d'origine, donc là ils ont été changés, mais ça, on y viendra après, mais les micros viennent du custom shop japonais ESP, donc vraiment où là ils bossent que sur place, hein, ESP Japon, et les micros sont siglés ESP, pareil ils sont écrits au feutre derrière avec le nombre, la mesure en ohms je sais pas si on dit impédance pour les micros. Bon, bref, vous comprenez l'idée. Le niveau de sortie en tout cas, qui venait donc de l'ESP Custom Japon. Donc il a été probablement modifié pendant une tournée pour je sais pas quelle raison. Est-ce que les micros fonctionnaient pas suffisamment ou est-ce que Kravitz voulait un son un petit peu différent? En tout cas voilà, ça a été changé à l'époque. Rassurez-vous, il y a eu des modifications uniquement sur les micros et les micros d'origine seront évidemment fournis avec la guitare parce que quand même ce serait un petit peu dommage. Donc voilà comment j'ai fini par mettre la main dessus et comment elle transpirait le rock'n'roll. C'est aussi chouette d'avoir une guitare comme ça fort reliquée parce que t'hésites pas à te donner, à lui mettre dedans parce que elle risque plus grand chose concrètement. Et puis c'était ouf de voir le son. Anto quand il l'a essayé, donc je vous rappelle qu'il a quand même 2 standards, une custom, il a dit pour moi elle est au-dessus de mes 2 standards mais alors de loin. T'as une bonne réponse, hein, c'est bien. Hein. Ouais. Et elle a un caractère, j'ai jamais entendu ça sur une flying, et pourtant, je sais qu'il en a essayé aussi un certain nombre, quoi. Donc, elle a vraiment un caractéristique, elle a vraiment des caractéristiques un peu à part. Elle a encore des pontées en nylon, ce qui est assez marrant. Et puis tout ce qui va bien pour une flying, quoi. Et je vous parlais de l'authentification. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette guitare pour une très bonne raison, c'est que l'ami Gaël Ligier du son dans les doigts a fait une vidéo sur cette guitare.
puisque en fait un jour on discutait bêtement comme ça de choses et d'autres, et puis je lui ai parlé de cette guitare et je lui ai dit qu'elle avait besoin d'un réglage parce qu'en fait bon, déjà elle avait besoin d'un réglage classique, notamment les frettes qui étaient un peu fatiguées, donc elle avait besoin d'un petit peu qu'on fasse attention à elle. Et puis j'étais un petit peu, moi les micros ESP étaient assez typés vintage, donc ils étaient dans les 7K de sortie, et pour mon type de jeu et mon type de son c'était un peu faiblard. Donc j'ai demandé à Gaëlle, est-ce que y a moyen que déjà que tu travailles dessus, que tu vois un petit peu les réglages, parce qu'elle a besoin aussi de peut-être probablement d'une planimétrie au moins partielle, ce qui a été le cas, et d'un réglage. Et puis je sais que tu as l'habitude avec les instruments de ouf et que tu as déjà fait pareil, que tu as déjà travaillé sur des backlines de dingue, d'artistes et tout, donc je te fais entièrement confiance. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être cool en micro et tout? Et là pour rire, il me dit envisager un kit de 57-66, tu vois, par exemple, qui sont un peu différents du 80-85, 80-60, etc. Et qui ont bien fait leur preuve, qui sont, moi, parmi les micros que je préfère chez EMG. Ah bah ok, bah super, bah écoute, je t'envoie la guitare, et puis tu pourras faire ta noire magie dessus. Donc il ne m'en fallait pas plus, j'ai reçu la guitare, j'ai été absolument soufflé sur le cul, tout ce que tu veux, par la qualité incroyable de cet instrument. Et me voilà parti pour faire nettoyage, réglage, une opération un petit peu plus lourde, mais qu'on verra pas dans cette vidéo-là, parce que je pourrais vraiment faire un contenu uniquement basé là-dessus. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est quand même dommage, c'est pas tous les jours qu'on travaille sur une sorte de petits morceaux de l'histoire du rock'n'roll. Faisons donc une vidéo. J'ai très très hâte d'ouvrir cet étui avec vous. Alors, je vous ai fait une petite vidéo, je vous mets au ralenti ce qu'il y a décrit sur la boîte. Lenny Kravitz, 1994, Gibson Flying V. Voilà, on est sur quelque chose qui devrait être un petit peu sexy. Alors, je vais pas vous mentir, je l'ai déjà regardé, hein, évidemment, avant, mais je voulais vous faire la surprise de l'unboxing, en plus au ralenti avec les grenouillères qui sautent. On est sur quelque chose d'assez télévisuel, je pense. Donc voilà, installez-vous tranquillement. On va s'occuper de cette mémère, on va lui faire une petite beauté, cure de jouvence, tout ce qu'on veut. Et voilà. Vous allez voir donc l'état dans lequel est la guitare. Alors, on est sur une guitare, vraiment ce qu'on appelle une player. Une guitare qui a été jouée dans des conditions de concert. Le reliquage est entièrement naturel. Sur les Flying V, sur les Gibson d'une manière générale, le vernis nitro est relativement fin. Donc forcément, on va avoir les outrages du temps, comme on dit, mais ça lui donne un charme et une patine absolument incroyable. Donc là, premier détail qu'on remarque, c'est le stinger. Voilà, ce petit décroché de peinture au dos de la tête qui va sur le manche. Donc à mon sens, tout ceci est d'origine. Le manche n'était pas du tout peint, juste verni, et on voit vraiment que le vernis a sauté. Derrière, on a toutes les traces de boucles de ceinture, le barnier en dessous pour pas que ça glisse ou que ça prenne les fermetures éclairs de Perfecto. Et on rentre dans le dur tout de suite. On commence par démonter en fait tout ça. L'idée, ça va être de conserver un maximum la patine du temps, tout en nettoyant quand même les pièces qui ont besoin d'être lubrifiées, d'être propres pour bien fonctionner et pour être agréables en fait pour le jeu tout simplement. On retire les vis du pickguard. Je redécouvre la vidéo en même temps que vous, parce que j'ai tourné ça à l'arrache vraiment hier. C'était un moment assez sympa quand même en tête-à-tête avec cette guitare. J'utilise ma petite clé à douille. Alors tout ça, c'est dans le toolkit Vera, qui est vraiment super cool pour ça, avec la petite clé à douille pour retirer mes écrous, être sûr de rien abîmer, rien forcer, pas utiliser de pince. Je vais tout simplement extraire le pickguard. Donc là, je dévisse un à un tous les éléments, donc là les micros. Alors il m'a été dit que sur cette guitare, il y aurait eu quelques modifications, que les micros auraient été changés par le Custom Shop ESP dans les années 2000, pendant une tournée au Japon. On va aller vérifier un peu tout ça. Donc là, je suis très curieux, je veux voir un peu ce que disent les micros, et effectivement, vous allez voir que on a les notes de niveau de sortie, la mention USPCS 2002, donc je pense effectivement qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un changement. Les bobines avant en tout cas montrent un T-top type Gibson très, très classique. Et au final on voit on n'a pas forcément des gros niveaux de sortie, hein. 7,6 en bridge, 7,7 en neck. C'est pas énorme, on est sur du micro plutôt typé vintage.
gros potard CTS. Oh bah j'ai un kit de MG assez fun, mais quand même dans l'esprit vintage parce que c'est le kit 77, etc. On n'est pas du tout sur le 81-85 qui est un petit peu bateau, 80-60 comme on a l'habitude. Là, si tu mets ça, je crois que c'est 55-77, un truc comme ça. Je vous mettrai la référence, je me rappelle plus vraiment. Et en plus, moi ça me parle parce que c'est un kit qui est utilisé par Richie Faulkner de Judas Priest, qui est un de mes guitaristes de référence, et je trouve que son son est incroyable. Donc quand il m'a dit ça, bah tout de suite j'ai répondu banco quoi. Il me dit non mais tu sais qu'on va se faire traiter, tu sais que les gens ils vont vouloir brûler notre maison. Et je dis bah écoute, déjà moi j'aime bien les EMG, j'ai toujours bien aimé, et en plus si c'est un peu plus typé vintage, je trouve que ça la respecte quand même, et je crois que c'est typiquement ce que je veux. Et il me dit en plus ils sont brushed, et ils sont brushed gold, et je dis putain mais moi j'adore ça, je trouve que le côté black et gold, c'est les Black Beauty, etc., c'est vraiment en plus sur une Gibson, bon bah que demande le peuple quoi. Donc je lui envoie ma guitare. Et je vous envoie tout simplement à aller voir sa vidéo parce qu'elle est vraiment très cool. Je vais vous mettre un ou deux passages, j'espère qu'il m'en voudra pas parce que j'ai pas pu le contacter pour lui demander si je pouvais, mais bon, j'imagine qu'il ne prendra pas ombrage. Il a bossé dessus, il a fait cette petite planimétrie et il est tombé amoureux aussi de cette guitare. Et à ce moment-là, lui aussi à un moment m'a dit mec, il faut que je te l'achète, j'adore, elle est incroyable, si un jour tu t'en sépares, dis-le moi et tout. Et il a mis les fameuses EMG dessus, il a dû travailler vraiment au chausse-pied pour arriver à les faire rentrer. Il le précise aussi dans sa vidéo, il l'a nettoyé, il l'a réglé, il lui a fait vraiment sa noire magie habituelle. Et franchement, elle revit, j'ai jamais... quand elle est revenue, j'avais l'impression que c'était pas le même instrument, mais dans le bon sens. Ça veut dire que il a pris de son caractère et il lui a permis de s'exprimer encore plus, quoi. Et c'était exactement ça dont elle avait besoin, et ça c'était vraiment trop trop cool. Merci à Gaël d'ailleurs pour tout son travail, parce qu'il a pas compté son temps, et il a vraiment bossé comme un ouf. Je suis ultra content du boulot. Si un jour vous avez besoin de faire régler une guitare, ou vous avez justement envie d'une modif ou un truc comme ça, c'est votre homme. Pareil, s'il y a des situations désespérées, genre une tête qui a cassé, etc., j'ai vu qu'il avait fait des miracles avec d'autres grattes. Allez-y, j'ai vu qu'il il est vraiment capable de tout, cet homme, donc voilà, allez le contacter. Je sais qu'il bosse incroyablement bien et qu'il prend les guitares de n'importe qui, il n'y a pas de souci. Vous savez bien que moi je ne suis personne, mes amis, donc voilà. Cette petite guitare, super état malgré le reliquage, évidemment, gros reliquage, mais je veux dire, il n'y a pas de casse, il n'y a rien, pas de casse de la tête, qui est chez Gibson toujours un point à élucider. Et lui, tout simplement aussi, pendant sa vidéo, il s'est dit, pour moi, tout est raccord, je pense pas que ce soit des conneries ce qu'on t'a raconté, pour moi, les micros sont authentiques, pour moi, ça vient vraiment de SP Japon, et je vois vraiment, ils les vendent pas à l'unité, donc... s'ils sont arrivés là, c'est que c'est passé par là. Le Stinger pour moi montre qu'elle a quelque chose qui sort de l'ordinaire, et tout coïncide. Donc le seul truc, c'est que voilà, on n'a pas une photo de Kravitz avec, ou un papier signé, je sais pas, mais toutes les histoires coïncident, toutes les pièces coïncident, tout est ok quoi, tout simplement. Donc voilà, cette guitare, il faut savoir qu'elle a aussi un gros côté personnel, et ce qui est fait ce qui explique aussi pourquoi je m'en suis pas séparé avant, c'est que cette guitare a contribué justement au mariage du tonton, parce que sur les photos de mon mariage avec ma petite chérie, j'ai cette Flying, donc je vais vous mettre, allez, je vous mets un petit insert de ce chouette moment en 2019 avec mon amoureuse, hein, donc voilà. Partage un petit truc un petit peu un petit peu perso avec vous, et donc elle, la première, elle me dit celle-là tu la vends jamais, tu vois, donc elle a toujours fait le gardien, et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un c'était un peu devenu une running joke, quand il y avait quelqu'un, justement Gaël, c'est arrivé aussi, quand quelqu'un veut me l'acheter ou me fait des propositions et tout, je dis tu t'arranges avec ma femme, mon gars. Donc tu vois, à chaque fois c'était le rempart envers la vente de cette beauté. Voilà ce qui a changé, tout simplement, c'est que ma chérie et moi avons un grand projet qui va nous emmener vers d'autres continents, et c'est un peu la prolongation de notre aventure et de notre histoire à nous, de notre famille, donc du clan Ravnica. Et comme tous les projets, il nécessite du temps, certes, de l'investissement aussi, et de l'investissement financier. Et en fait, on est tombé d'accord que si on voulait arriver à accéder à ces rêves qui nous animent depuis maintenant de nombreuses années, il allait falloir devoir faire des sacrifices.
et que finalement ces sacrifices allaient rendre la finalité de notre rêve encore plus beau. Donc voilà pourquoi j'ai eu l'accord enfin de ma chérie pour me dire bah écoute si ça peut vraiment nous aider à atteindre ce qu'on veut faire, ok. Je veux bien que tu la vendes, de toute façon, c'est entre guillemets qu'une guitare, même si elle nous a suivis pendant 8-9 ans, et qu'elle était là à notre mariage, etc., ça changera rien. Donc voilà, elle est encore plus sentimentale que moi, donc c'est vrai que moi, pour le coup, j'adore cette gratte, mais ouais, le but est tellement grand et ouf, je pense que je vais vous... Là, c'est vrai que je vous dis pas les mots, etc., parce que je pense que je ferai une vidéo attitrée, parce que vu que ça va changer énormément de choses sur le tonton, la chaîne, etc., je pense que vous aurez bien mérité une vidéo explicative quand ça deviendra un peu plus concret. Et pareil, je veux pas vous raconter de conneries pour l'instant parce que c'est encore toujours en projet, même si ça commence à prendre vraiment forme et être vraiment. C'était à long terme, maintenant c'est même plus à moyen terme, maintenant on est sur quand même du court terme. Donc voilà, ça vous le découvrirez dans des prochaines vidéos. Les petits amis, même si c'est un peu un secret de polichinelle, parce que si vous me connaissez, que vous suivez un petit peu mes réseaux, etc., je pense que vous avez compris mes centres d'intérêt et ce qui m'anime et ce qui fait vibrer mon petit cœur de tonton. Donc je pense qu'il n'est pas si difficile que ça de le deviner. Donc voilà, cette petite flying, on va s'éclater avec, parce que c'est tout simplement ce qu'elle fait. Elle nous donne du rock'n'roll, elle transpire le rock, elle transpire la passion. J'ai vraiment envie qu'elle aille chez un passionné et pas chez un collectionneur. C'est aussi pour ça que j'ai pas envie de mettre un tarif de ouf, parce que je pense que si on mettait guitare Flying V de 94 en plus US appartenu à Lenny Kravitz, etc., même si c'était plus son backline, hein, je pense pas qu'il ait joué sur scène avec. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle était aussi maltraitée. Je pense que c'est plus pour jouer dans les loges, le canapé et tout, truc, et du coup il en avait un peu rien à foutre, hein. Je pense que clairement c'est ça. Je suis pas en train de vous dire c'est sa guitare préférée, c'est sa Lucille et tout. Non, restons sérieux. Et sinon en plus on aurait des photos, cela dit ça pourrait être cool. Mais quoi vous dire les amis, je vais vous mettre des petits extraits de tests où je me suis encore explosé avec. Niveau par praticité pour la disto, je suis passé par Genome parce que c'était branché et vu que j'ai d'autres vidéos qui sont un petit peu en cours de tournage, j'avais pas envie de modifier mon setup. Donc pour la disto, je suis passé par Genome, mais par contre pour le clean, j'avais mon The One qui était justement lui et déjà Mike, etc. Donc tout le clean a été enregistré avec The One directement.
Et là, quelque chose d'un petit peu différent, les loulous, parce que je me suis éclaté ce matin quand je me suis levé. Hier, pour tout vous dire, ça aussi, je trouve que c'est important de vous le dire. Hier, j'ai joué comme une daube. Alors, non pas que d'habitude, je suis un grand virtuose, mais il y a des jours sans, et je trouve que c'est important. Je trouve que sur YouTube, on parle pas assez souvent des jours où il n'y a pas de motivation. Les jours où t'as l'impression que tes doigts, c'est des knackis et qu'ils font pas ce que tu veux. Les jours où t'as un peu envie d'arrêter, de te dire, mais pourquoi je m'entête, tu vois. Et ben hier, c'était un peu une journée comme ça, j'arrivais à rien, j'ai joué n'importe comment. Ça marchait pas, quoi, tout simplement. Donc ça aussi, je tenais vraiment à vous le dire, vous découragez pas, essayez de faire autre chose, essayez d'écouter de la zik, essayez de faire un truc qui vous plaît quand il se passe une journée comme ça, de changer votre humeur et tout. Je sais que c'est des fois compliqué, pour moi le premier, mais des fois il faut pas se laisser avoir, il faut pas se laisser bouffer par une journée à vide, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Vous pouvez regarder plein d'interviews de grandes stars, et même eux ils le disent, hein, il y a des jours où ils sont pas inspirés, il y a l'angoisse de la page blanche, ou tout simplement ils se sentent un peu imposteurs, ou il y a un petit peu de tout, chacun a un petit peu ses petites dérives et ses petits démons. Mais bref, voilà. En tout cas, ce matin, ça allait beaucoup mieux. Et j'avais une chanson en tête depuis que je me suis levé. Donc, je me suis tapé une petite impro comme ça. Je crois que ça doit être la deuxième prise que je vous ai laissée parce que la première était absolument pas en rythme. Donc, je vous ai respecté un petit peu quand même. Donc, c'était tout simplement un délire sur Turn the Page, la reprise de Metallica. Je sais qu'en ce moment, il y a un peu un retour de Load et Reload qui sont enfin réintégrés. Après, vous savez que Tonton étant un gros redneck, c'était déjà des albums qu'il aimait bien et je suis content qu'ils reviennent un petit peu à la postérité parce que moi j'ai trouvé toujours que la production était super cool et qu'il y avait des bonnes chansons dans ces albums. Même s'il y a beaucoup de reprises, etc. Mais moi j'ai toujours bien aimé. C'est vrai que bon, par contre leur tronche à l'époque, c'est pas la même chose ni d'un point de vue humain, ils étaient peut-être pas extraordinaires, mais bon, en tout cas d'un point de vue musique, c'est des albums que j'aime bien. Donc voilà, je me suis éclaté sur la chanson Turn the Page, tout simplement comme ça. J'ai rien préparé, j'ai pas regardé les tabs et tout, j'ai tout fait à l'oreille et je me suis éclaté dessus tout simplement. Donc je vous laisse avec ce petit extrait. Et voilà les amis, c'est un petit peu c'est une vidéo un peu difficile à faire pour moi, je vous avoue que je l'ai repoussé quand même pas mal parce que bah ça y est, ça devient concret, ça veut dire qu'un bébé de plus va quitter la maison, va quitter le nid familial. Je me suis déjà séparé de ma Denzo et ça a été un crève-cœur, même si elle est un type vraiment cool avec qui je me suis bien entendu, Christophe. Et là, c'est des parties de ma vie, des parties de relations que j'ai avec certains d'entre vous, là pour le coup avec Denzo ou avec d'autres. J'ai aussi laissé partir ma Charvel USA Van Halen, que j'ai acheté moi-même de mes petits bras à Orlando, en Floride, lors de mon dernier voyage, que j'avais partagé avec vous. Donc tout ça, c'est des morceaux de ma vie, c'est des morceaux de ma famille, finalement, quelque part, de mes souvenirs et tout. Mais bon, voilà. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie et je suis quelqu'un d'assez tenace. Donc quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas au cul, comme on dit par chez nous, de manière très imagée. Donc voilà, cette petite chérie, donc avec sa case et avec les micros d'origine, etc. Je vais vous la mettre tout simplement à 3600 € parce que je trouve que c'est un juste prix. Déjà pour l'histoire, pour ce qu'elle raconte, pour ce que c'est, parce que c'est quand même une super flying des super années, des années 90. Mais je voulais pas exagérer, je voulais pas vous mettre ça à 5 ou 6K.
et que en fait ce soit inatteignable pour tout le monde et qu'en fait elle aille que dans une énième collection et qu'elle reste dans une case et tout. Donc je sais que je suis probablement con de pas le faire, de pas capitaliser dessus, surtout que c'est pour un projet où j'ai besoin de thunes, mais j'arrive pas à aller vraiment à l'encontre de ces principes de ce côté-là. Et puis c'est pareil, enfin il faut être aussi honnête. Là je vous ai raconté l'histoire, tout coïncide, mais bon on n'a pas un certificat signé, etc. Je pense qu'il y a aussi quand même ça à prendre en compte. Et du coup je trouve que c'est le juste prix dans les conditions où c'est actuellement, sachant que pour info, les micros, tout est entièrement réversible, hein, c'est des Quick Connect de MG, il y a juste à remettre la micro à souder, et elle est entièrement comme avant, quoi. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu, parce que je sais que vous aimez les anecdotes encore plus quand elles sont perso. Là, je peux pas faire beaucoup plus personnel que cette guitare, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, hein, presque 10 ans de ma vie, et puis des aventures, elle a toujours été là, et c'est un peu le symbole du rock'n'roll. C'est vraiment la V, quoi, la putain de Flying V. Donc c'est un peu la fin d'une époque, mais c'est le début d'une autre. Et je suis content qu'on écrive aussi ce livre un peu tous ensemble. On a dépassé les 2000 abonnés maintenant. Je vois que là on est sereinement en train de monter, mais genre quasiment de 100 abonnés toutes les 15 jours à peu près. Quelque chose comme ça, 15 jours, 3 semaines. Donc on est road to 3K. Ça c'est super cool, je vous remercie pour ça. Et je suis content quand vous donnez votre avis sur les thématiques, sur les prochaines vidéos. Et je sais que vos retours ils sont sincères et j'en prends toujours compte et je réponds à tous les commentaires évidemment. Et je suis content qu'on construise ça tous ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette guitare. Est-ce qu'elle vous a tenté? Est-ce que tout simplement, si elle vous intéresse, vous me contactez par les réseaux habituels, hein. Vous savez bien que mon Facebook ou mon Insta, Hunter Ravnica, je suis assez simple à joindre, surtout que je suis un petit peu dessus à longueur de journée, quoi. Donc voilà, c'était Tango Hunter. Je viens de partager une grosse partie de mon cœur là aujourd'hui. Je suis un peu touché, un peu ému, je me sens un peu bizarre, mais c'est pour la bonne cause, comme on dit. Donc voilà, c'était Tonton Hunter, on se voit bientôt. Ciao.